déjà bonsoir à tous. Merci au Gandhi Social Club de nous soutenir et de nous inviter. Et donc je vais vous présenter Tela Botanica. Alors, ça grésille un peu. Alors, Tela Botanica, c'est un réseau qui a francophone, effectivement, comme tu l'as bien dit. Alors, majoritairement francophone, donc qui comprend 59 000 membres donc, actifs, donc télabotanistes, et qui a but donc d'informer, de communiquer sur le vivant, de partager aussi les connaissances entre tous les botanistes, donc pas qu'en France, mais donc dans la francophonie et peut-être ailleurs, nous allons y venir, et aussi de permettre au plus grand nombre de pouvoir s'impliquer sur les connaissances botaniques. Alors, Tela Botanica aussi, on est peut-être aussi là parce que donc, tout ce que fait Tela Botanica, donc c'est une association loi 1901 qui va rassembler donc, des botanistes, des scientifiques et le grand public pour travailler ensemble et donc travailler soit sur des thématiques, soit à travers donc, de programmes, on verra tout à l'heure, de sciences participatives, de réussir à augmenter la connaissance et donc créer aussi de la data. Alors tout est open source, tout est libre chez Tela Botanica, donc on développe beaucoup d'outils et beaucoup d'éléments sont accessibles et il est possible de les reprendre, voilà, parce que nous sommes une association et c'est aussi notre vocation et notre vision de la botanique et des outils, et donc développer une grande communauté. Alors, je vais commencer par quelque chose qui rassemble tout le monde chez Tela Botanica. Donc Tela Botanica, il y a beaucoup de programmes que je vais vous présenter, mais je me suis dit, tiens, aujourd'hui je vais commencer par tout simplement la newsletter. Alors, la newsletter est quelque chose d'ouvert, tout le monde peut participer à publier des articles dans la newsletter. Donc bien sûr, c'est sur une thématique un peu centrée autour de la botanique, mais il y a beaucoup de choses qui touchent la botanique, même dans le domaine agricole. Et donc, il y a des brèves, il y a des publications, des agendas. Donc en ce moment, si vous voulez aller cueillir des champignons ou parce que vaut mieux les connaître avant, bien sûr, de les goûter. Ça aide. Enfin, si on veut les goûter plusieurs fois, en tout cas. Sinon, c'est de l'usage unique. Et donc, il y a beaucoup de conférences, d'expositions, etc. Donc, bien sûr, un calendrier qui est ouvert et donc participatif, et des offres d'emploi. Comme ça, je le passe. Nous cherchons des développeurs full stack en bac. Mais donc, beaucoup d'offres d'emploi, de stages dans tout le domaine de la botanique et de l'environnement en général. Et également des stages, et des alternances, etc. Alors, Tela Botanica, comme je vous disais, c'est un réseau. Et donc c'est un réseau qui va regrouper de très nombreux groupes, par exemple. Alors des groupes où il faut vraiment être expert, comme les noms normalisés français. Donc Tela Botanica, y a un groupe qui travaille sur traduire tous les noms de plantes qui n'ont pas forcément de nom équivalent en français, à faire des noms français, et donc tous les noms français vont bientôt sortir. On va publier le nom de plusieurs milliers de plantes qui n'ont aujourd'hui pas de nom en français. Alors, il y a également des flores, pas que en France, donc il y a des groupes qui vont travailler spécifiquement sur des flores, comme le flore de la Réunion, la flore d'Afrique du Nord, donc on n'est pas que dans la francophonie. Il faut savoir que donc on rassemble autant des amateurs que aussi donc des chercheurs et des botanistes naturalistes. Et donc on a une grande communauté universitaire, donc c'est pour ça que sur les offres de stage et d'emploi, on peut avoir dans des universités d'un peu partout, en fait, qui ne sont même au-delà de la francophonie, qui peuvent nous demander de l'aide pour des projets et également pour la reconnaissance des plantes, bien entendu, et pour échanger là-dessus. Ou de la phytosociologie, donc je voulais vous montrer d'autres exemples de groupes. Donc la phytosociologie, c'est la science, la connaissance par exemple de pourquoi une plante est à côté d'une autre. Quand elle pousse, elles vivent en communauté, donc c'est la sociologie des plantes. Donc voilà, ça c'est des groupes qui sont très actifs. Bon voilà, c'est quand on arrive à un niveau de botanique pas mal, mais il y a encore des sujets par exemple en France, par exemple sur les rubus. Alors les rubus, c'est ce que vous connaissez sous le terme de ronces. Mais voilà, c'est un grand groupe qui aujourd'hui, en France, n'est pas encore décrit.
c'est un grand groupe, on appelle, voilà, mais on n'a pas encore détaillé les traits et où s'arrêtent les espèces et où ça recommence. Voilà. Donc bientôt, il y aura plein de noms de ronces, mais en France, ce n'est pas encore un travail qui a été fait. Enfin, il est en cours. C'est-à-dire qu'on pense toujours qu'une plante, c'est défini, on connaît tout. Non, ce n'est pas le cas. Et notamment, je vous parle de l'Afrique du Nord, par exemple, un pays qui est quand même bien développé comme le Maroc, est en train de réviser sa première flore qu'ils ont publiée il y a quelques années. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas encore connaissance et relevé l'intégralité de leur flore. Et c'est là où on va arriver sur le volet un peu international. Donc de la botanique et donc beaucoup de data. Alors comme tu l'avais bien présenté, donc Tela Botanica était une association qui a été créée en 1999. Et donc le premier travail de Tela Botanica a été de créer une base de données tout simplement numérique, de la flore. Parce que donc, la botanique, forcément, c'était sur des bouquins, dans des bouquins et dans des livres. Et donc, on a créé une première base de données numérique donc, pour référencer toute cette flore entre les noms internationaux et donc les noms français. Et donc, de cette base de données est apparu l'outil qui s'appelle eFlore, qui est une encyclopédie de toute la flore européenne. Donc aussi, à La Réunion, etc., bien sûr, elle s'agrandit au fil du temps, sur lequel on va retrouver, bien sûr, la description de la plante quand elle y est. C'est pas toujours le cas, mais aussi le lieu écologique, l'ensemble des noms, parce que bien sûr les noms de plantes changent, donc vous pouvez avoir des ouvrages avec des anciens noms de plantes, et il va falloir trouver le nom actuel, parce que ça évolue aussi aujourd'hui grâce à la génétique, et aussi, bien, par exemple, les usages des plantes. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très utilisé. On a aujourd'hui 1,9 million de pages consultées sur cet outil. Alors bien sûr, tout ça, ça génère beaucoup de data. Aujourd'hui, donc Floradata qui permet de rassembler l'ensemble de nos observations des plantes. Donc c'est bien d'avoir donc le nom des plantes, mais c'est aussi de savoir où elles sont sur le territoire et de pouvoir aussi, bien sûr, les suivre dans le temps. Et donc on a aujourd'hui, on a un total de plus de 999 000 observations sur le territoire à travers différents outils que nous allons voir juste après. Donc il y a des observations, beaucoup de membres vont remonter des observations et ça va permettre de nourrir les bases de données et la recherche. Alors bien sûr, on a des enjeux qui sont très importants de réussir à qualifier correctement les données, à les traiter, parce que bon, une bonne donnée est une donnée bien renseignée et surtout fiable. Donc dans les outils que nous avons le carnet en ligne qui est tout simplement une interface dans laquelle chaque télabotaniste peut rentrer ses plantes et partager des informations assez précises sur les plantes qu'elle a relevées. Et on va pouvoir, par exemple, avec cet outil-là, suivre dans le temps certaines stations de plantes et après développer des datas et des connaissances. Alors, cet outil, on l'a décliné sur de nombreux projets, par exemple, l'inventaire, donc là je vais vous donner un exemple sur l'inventaire participatif des arbres remarquables de l'Isère, donc par exemple des trognes, donc ce sont des arbres qui permettent de délimiter des terrains agricoles. Et donc, comme ces arbres malheureusement disparaissent, mais souvent, comme ils sont très vieux, ils sont taillés de façon fréquente, ça permet d'abriter un grand nombre d'insectes et d'espèces aussi végétales. Donc il y a des relevés un peu plus précises qui sont faits et qui sont montés aussi sur cet outil et qui peuvent être donc intégrés donc là, dans une page web d'autres associations du réseau. Alors, vous connaissez aussi certainement PlanteNet. Donc PlanteNet, alors c'est pas totalement nous, mais c'est un peu nous tout de même. PlanteNet, c'est notamment notre base de données qui a permis de concevoir l'application PlanteNet, parce que il faut des noms de plantes apposés à des photos et les bonnes photos bien caractérisées. Donc c'est justement cette question de données. Et donc voilà, ça permet donc de faire aussi des projets autour de l'IA. On a beaucoup de demandes aujourd'hui d'universitaires pour travailler sur ces thématiques
parce qu'on possède des bases de données que l'on qualifie assez bien vu que nous avons les botanistes chez nous. Alors Identiplante, ça c'est une application plutôt à intelligence humaine, et donc c'est quand on n'arrive pas à identifier une plante et qu'on souhaite l'identifier, tout simplement ça permet grâce à des votes de communauté d'identifier les plantes. Et SmartFlore, voilà, je vous l'ai mis là aussi, c'est une application qu'on est en train de redévelopper qui permet de faire des sentiers botaniques numériques un peu partout en France et qu'on redéveloppe sous Flutter. Alors, formé et animé, Tela Botanica est aussi assez connu pour ses MOOC, où on a eu des MOOC avec plus de 110 000 inscrits, notamment les MOOC, donc bien sûr pour découvrir la botanique, mais pas que. On a des MOOC comme les herbes folles, qui sont ces herbes qu'on appelle trop souvent mauvaises herbes, donc nous les avons appelées herbes folles parce qu'il faut apprendre à les connaître, et on verra, on va voir pourquoi. Et NatureAdapt également. Donc NatureAdapt, c'est comment les plantes, le végétal, va essayer de s'adapter au changement climatique. Et bien sûr, donc des MOOC qui vont arriver, comme le MOOC pollinisateur qui arrive en début d'année prochaine, et ainsi que le MOOC Botanique 2 qui va plus se pencher sur les usages des plantes. Il y a également des jeux et des outils pédagogiques que nous développons, comme Enigma Botanica, The Plant Game, que je vous recommande vivement si vous voulez apprendre à découvrir la botanique et essayer de vous exercer. Vous pouvez même faire des duels, donc ça va très très loin. Et on a aussi beaucoup d'outils comme des cahiers de vacances ou des défis photos. S'il y a des amateurs de photos, je crois que le prochain concours photo c'est l'arbre nu. Donc voilà, amateurs de photos, vous pouvez envoyer vos clichés. Et donc on a un certain nombre de sciences participatives, donc avec toutes ces données-là. On a notamment par exemple l'Observatoire des saisons. Donc l'Observatoire des saisons, ça va concerner le changement climatique. Et donc l'idée c'est de suivre une plante, par exemple près de chez vous, et de noter à chaque saison quand est-ce qu'arrive le stade feuilles, fruits, fleurs, feuilles, enfin c'est naissance des feuilles. Et donc, toutes ces étapes-là vont permettre de renseigner l'impact du changement climatique sur différentes espèces et au niveau de chaque région. Et donc, ça va permettre de connaître un peu comment bougent les cycles chaque année à l'échelle du territoire en relevant l'ensemble des données. Alors, les herbonautes, en fait, ça permet de numériser, c'est un projet citoyen pour numériser des herbiers. Alors, c'est là où je vais repasser à l'international. Ce projet-là consiste en fait, et c'est là où on a eu besoin de coopération internationale et donc dans nos enjeux, notamment, il y a traduire les outils, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui essayent de faire des relevés de flore et qui identifient des flores. Ils connaissent les noms des plantes dans leur langue locale, mais il va falloir la ramener dans quel est le nom international pour savoir que cette plante est présente à cet endroit-là. Si bien sûr on veut la protéger, il faut la connaître et savoir aussi comment elles se sont réparties, il faut la classer. Et il se trouve qu'en France, on a de la chance d'avoir beaucoup d'herbiers, et donc il y a des personnes, et c'est là où on a aussi une aide pour d'autres pays, donc on numérise, donc là c'est un projet de numérisation des herbiers, donc des plantes qui ont été ramenées par différentes vagues de naturalistes au fil des siècles, et qui va permettre de réutiliser ces données pour comparer les plantes, peut-être des plantes qu'on ne va plus retrouver dans certains pays. Donc déjà, rien que ça, c'est une donnée intéressante de savoir que la plante, on la trouvait, mais on ne la trouve plus. Ou on peut considérer aujourd'hui que c'est une espèce envahissante, mais sauf que bon, peut-être qu'il y a 200 ans, on l'avait déjà vue. Donc elle était, enfin, du moins, elle n'est pas récemment envahissante. Donc voilà, tout ce travail sur les herbiers et sur l'échange au niveau international de ces connaissances d'herbiers est très pertinente. Alors les messicoles, je vous ai parlé tout à l'heure d'un MOOC sur les folles herbes. Les messicoles, tout simplement, ce sont les plantes des moissons. Alors ces plantes des moissons, les messicoles, ce sont des plantes qui, aujourd'hui, ont à peu près disparu. Le bleuet, vous le connaissez peut-être comme un symbole national. Le bleuet symbole une fleur pour commémorer la guerre. Eh bien, cette plante a été un peu supprimée par l'activité agricole. Et donc aujourd'hui, on a un observatoire spécifique pour retrouver ces espèces qui sont en voie de disparition. Et donc les missions flore qui vont être des missions spécifiques aux recherches et au suivi de plantes locales.
Donc ce sont des plantes qui sont dangereuses ou des plantes qui sont aussi en voie de disparition ou plus ou moins rares, ce qui va permettre soit de protéger des zones ou de suivre l'évolution de celles-ci. Donc là, c'est pour des botanistes un peu plus confirmés, mais on fait pas mal de missions dans ce domaine-là. Alors, je vais vous parler aussi d'un programme un peu particulier qui s'appelle Sauvages de ma rue. Alors voilà, une Cymballaria muralis que vous pouvez potentiellement croiser dans la rue. Donc en fait, c'est un programme qui consiste, donc on travaille avec le Muséum d'histoire naturelle, c'est eux qui ont traité les données, et donc c'est un programme qui consiste à suivre le développement des plantes dans la rue, donc quelles plantes vont réussir à survivre dans ces milieux qui sont assez extrêmes, que sont nos villes qui entre deux bouts de macadam, donc confrontées à de la chaleur, à un stress hydrique assez important, et à de la pollution, vont réussir à se développer et à coloniser l'espace, et surtout, comment ils vont réussir à coloniser l'espace. Donc après, ce programme-là s'est développé avec d'autres programmes qui sont regroupés sous le terme Auprès de mon arbre, et notamment, par exemple, Streets, qui, donc au pied de l'arbre, permet de suivre comment une plante, si vous avez plusieurs arbres dans une même rue, va partir d'un arbre, coloniser un arbre, et au fil du temps, lesquels, parmi toutes ces plantes, vont réussir à coloniser, et dans quel ordre et à quelle distance, les différents arbres les uns après les autres. Voilà, dans les études, donc ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses sur les plantes, des observations qui nous paraissent un peu anodines, mais on a besoin de citoyens pour faire ça. Et donc après, il y a d'autres programmes comme Lichen Go, c'est la même chose avec les lichens. Alors parce que c'est les 10 ans du programme Sauvage de ma rue, je voulais juste vous faire 2 petits retours sur ce que la recherche a permis de montrer grâce à Sauvage de ma rue. Et donc là, nous sommes dans Paris, et donc c'est les modes de reproduction des plantes que nous avons à Paris. Et donc, on a découvert que plus on est au centre de Paris, plus on a des plantes qui vont être autogames, c'est-à-dire qu'elles vont se reproduire. Donc une tendance autogame, donc elles vont se reproduire elles-mêmes. Plus on s'éloigne, plus on va avoir des plantes qui vont être phanérogames, et donc utiliser le vent pour se reproduire. Et enfin, quand on s'éloigne le plus de Paris, on a désormais une pollinisation via les insectes. Alors on va se dire, c'est évident, le centre de Paris est plus pollué. Mais il s'avère qu'en élargissant au niveau national, cette fois-ci, et donc avec l'ensemble des autres villes, on a plutôt tendance à constater l'inverse. Qu'au centre, parfois, on a plus de fécondation avec des insectes qu'à l'extérieur. Voilà, donc certainement dû à la pollution périphérique d'usines. Voilà, il peut y avoir beaucoup de paramètres, mais en tout cas, des éléments qui nous paraissent assez évidents ne le sont pas forcément grâce aux sciences participatives. Voilà, donc voici la présentation de Tela Botanica, et donc ce dont on a besoin, alors de développeurs, si vous voulez faire passer nos annonces, nos offres d'emploi, mais on a beaucoup de choses beaucoup de projets, que ça soit sur de la traduction, dans le web. Voilà, alors après on fait beaucoup de publications. Je ne l'ai pas dit, mais chez Tela Botanica, donc nous avons 13 salariés. 13 salariés, et après on vole bien sûr autour des stagiaires, et donc après tous les bénévoles qui sont autour, dont je fais partie, voilà, dans ce domaine de protection donc des plantes et donc de la biodiversité. Voilà, merci beaucoup. Merci Nicolas.